Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux à cette heure matinale pour venir nous entendre discuter de l'Europe aux défis industriels. Sur cette table ronde, je pense que tout le monde se présentera, mais Stéphane Séjourné et Philippe Aguillon. Stéphane Séjourné est commissaire européen au marché intérieur et Philippe, plus personne n'a besoin qu'on le présente. Depuis 26 ans qu'il est aux rencontres et un an qu'il est prix Nobel. Alors, je vais tout de même commencer par développer quelques propos sur quelque chose qui est vraiment central quand on parle de politique industrielle en Europe, parce que finalement, on dit, finalement, s'il faut favoriser le renouveau de l'industrie européenne, sa réorientation, etc., il n'y a qu'à faire des chèques aux entreprises dans les bons secteurs, et puis tout marchera bien comme ça. Alors en réalité, ça n'est pas le cas. Tout ne marche pas bien si l'on fait ça, parce que, pour des tas de raisons qu'on va discuter. L'une d'entre elles, c'est que la politique industrielle n'est pas la seule politique européenne. Il y en a une autre, c'est la politique de concurrence qui s'applique aux entreprises. Et je vais essayer de commencer par poser un peu les termes du débat de cette délicate articulation entre la politique de concurrence et la politique industrielle. La politique de concurrence, elle est souvent accusée de ne pas permettre finalement le développement de la politique industrielle. Elle la freinerait pour plein de raisons, dont les deux principales sont d'une part le fait que la politique de la concurrence contrôle les concentrations et donc elle est réputée empêcher la formation de géants européens qui seraient à même d'être des concurrents efficaces d'autres géants venus d'autres parties du monde sur les marchés, alors par exemple dans le domaine du numérique ou dans d'autres domaines plus industriels. Alors on voit bien déjà qu'accuser la politique de concurrence de ne pas permettre l'émergence d'un champion numérique, c'est un petit peu exagéré, tout simplement parce que ce qui nous manque, c'est surtout des entreprises susceptibles de devenir des géants du numérique. Nous en avons quelques-unes. On en a une qui est un champion mondial, c'est ASML, par exemple, dans le domaine des puces. Et la politique de concurrence n'a jamais empêché l'émergence de ces champions. Par contre, donc la question c'est est-ce qu'il faut autoriser plus de fusions qu'on ne le fait? En réalité, la politique de concurrence empêche très 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 peu de fusions. Alors il y a tout le monde a cet exemple de Alstom-Siemens, mais depuis que la fusion Alstom-Siemens a été refusée, Alstom et Siemens se sont très bien débrouillés sur les marchés internationaux et donc on ne peut pas dire que cette fusion ait entravé le développement de l'un ou de l'autre. Alors qui plus est, ce qu'on sait, c'est que le bain concurrentiel dans lequel la politique de concurrence contraint les entreprises d'évoluer au plan européen, il y a des tas d'études économiques qui montrent que plus le marché domestique, par domestique j'entends ici européen, dans lequel est une entreprise est intense, et bien mieux cette entreprise se développe justement sur les marchés étrangers. Et c'est vrai d'Alstom et Siemens, mais c'est vrai aussi d'Essilor-Luxottica, qui est une grande fusion européenne. Et c'est un peu moins vrai de Lafarge-Holcim parce que cette industrie est une industrie à dimension plus locale et bénéficie moins d'économies d'échelle globale. Mais bon. Donc, par ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est que la politique de concurrence, elle assure que les marchés sont ouverts, c'est-à-dire que des entreprises innovantes qui ne sont pas encore présentes sur le marché puissent venir pénétrer ces marchés, s'y installer et développer leur activité. Donc la politique de concurrence, c'est quelque chose qui accompagne le développement de l'innovation, l'arrivée des innovations sur les marchés et qui est un facilitateur de la pénétration des marchés. La seule chose qui est vraie, c'est que la politique de concurrence est vraiment là pour lutter contre les abus de position dominante. Et là, du coup, tout le monde la remercie quand il s'agit de sanctionner les plateformes numériques qui abusent de leur position dominante sur différents marchés. Mais pour ce qui est de l'écosystème de l'innovation, au contraire, la politique de concurrence accompagne d'une manière très positive le développement de l'innovation. Alors, la politique industrielle, elle, qu'est-ce qu'il faut en penser? Quand elle est mise en œuvre au niveau national ou au niveau européen sous forme de distribution d'argent public, elle souffre de quand même beaucoup de problèmes et de difficultés dont on va débattre. Souvent, elle prend la forme de saupoudrage sans réelle priorité.
Alors, saupoudrage, ça veut dire que les financements publics, souvent, ne sont pas à la hauteur des enjeux industriels. On ne développe pas une industrie, une nouvelle industrie. On ne se met pas au niveau, on ne fait pas des innovations de rupture avec du saupoudrage qui s'applique à des secteurs sans définir de priorité. Et puis, l'argent public est rare, donc autant mieux l'utiliser. Et donc, cette forme de politique industrielle-là, elle ne sert au fond qu'à gaspiller des ressources sans réel impact. D'autre part, elle est souvent inconstante, c'est-à-dire que les secteurs aidés changent au gré de priorités qui ne sont pas clairement affichées, et ce, pour une durée suffisamment longue. Alors, la pharmacie, le développement des vaccins, et puis après, on passe aux puces électroniques, et puis tout ça s'arrête sans qu'on comprenne bien pourquoi, etc. Par ailleurs, il y a aussi des programmes industriels qui sont financés et qui ne marchent pas. Or, on sait qu'une autre difficulté de la politique industrielle, c'est qu'on ne sait pas arrêter ce qui ne marche pas. Et donc, une fois qu'on est embarqué dans ce saupoudrage, on continue à saupoudrer, y compris ce qui ne marche pas. Et il y a donc beaucoup de gaspillage d'argent public en Europe à ne pas coordonner entre les pays membres les politiques industrielles. Et là, on se trouve face à une nouvelle difficulté qui est que quand on développe un laboratoire de recherche, une usine de fabrication de puces électroniques dernier cri, on la développe en Allemagne et on ne la développe pas en France. Donc il y a de la concurrence entre les pays européens pour obtenir les mannes et l'argent public qui va permettre le développement de telle ou telle industrie. Alors, ce qui est certain, c'est que cette politique-là, cette politique industrielle-là, qui consiste à saupoudrer de l'argent public sans définition de priorité et sans savoir arrêter ce qui ne marche pas, ce n'est pas une politique industrielle efficace. Alors, on cite beaucoup les exemples de la DARPA et de la BARDA aux États-Unis, qui, elles, financent finalement des programmes, pas des entreprises, mais des programmes. On veut se procurer un vaccin contre telle chose, on va sélectionner 6 ou 8 technologies concurrentes, et puis on va voir ce qui se passe à la fin. On arrête ce qui ne marche pas, et ce qui aura marché, eh bien, ce sera notre champion, mais le champion qui aura émergé des conditions du marché et le meilleur innovateur, finalement. Alors, est-ce qu'en Europe, on va arriver à se doter d'une politique industrielle efficace? Je pense que oui, on va en discuter tout de suite, et je vais, en attendant, passer la parole à Philippe pour qu'il développe les points qu'il aime développer, c'est-à-dire l'innovation, l'IA et toutes ces sortes de choses. Voilà, merci beaucoup Anne pour ton introduction. C'est très, très difficile à parler après Anne, qui est absolument experte number one sur ces sujets et qui est toujours tellement claire. C'est vrai que la politique industrielle, pourquoi il y a eu, à un moment donné, surtout dans les années 80, une méfiance à l'égard de la politique industrielle. C'était l'idée de dire est-ce que le gouvernement est bien placé pour choisir les gagnants? Voilà, est-ce que c'est au gouvernement de décider qui doit être un champion et qui ne doit pas être un champion? Et il y avait cette idée, d'abord, que ça biaisait la concurrence. Alors d'abord, il faut dire que la concurrence est quelque chose de très important. Pourquoi la concurrence est important? Parce qu'une économie qui croît plus vite, c'est une économie où sans arrêt vous avez des nouveaux talents qui arrivent sur le marché. Ces nouveaux talents créent des entreprises, développent leurs entreprises, et c'est ce qu'on veut. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est qu'une fois qu'ils soient devenus très gros, ils empêchent de nouveaux talents d'arriver sur le marché. Et ça, pour ça, on a besoin de la politique de la concurrence. C'est très important. Parce que sinon, le danger, c'est que les innovateurs d'hier empêchent de nouveaux talents d'innover à leur tour. Et puis, il y a l'idée également qu'on innove pour échapper à la concurrence. La concurrence, il y a un côté émulation dans la concurrence. Ça stimule l'innovation, parce que j'innove pour échapper à la concurrence. Donc, la concurrence est quelque chose de très important. Et en fait, on sait que, surtout dans les économies développées, comme la nôtre, la concurrence est un formidable moteur d'innovation et de croissance par l'innovation. Donc, d'abord, le point numéro 1, c'est que
on a absolument besoin de concurrence. Si on veut être une économie innovante, la concurrence, c'est absolument essentiel. Les pays qui ont commencé à se développer, qui ont arrêté de se développer ou qui ont décru, c'est des pays qui ont laissé des grosses entreprises devenir tentaculaires et brider l'entrée de nouveaux acteurs innovants. Donc d'abord, point numéro 1, la concurrence, c'est absolument fondamental. Maintenant, au nom de la politique de la concurrence, il y en a certains qui se sont dit, mais si on a compris que la concurrence, c'est vraiment fondamental, est-ce qu'on doit avoir une politique industrielle? Et là, la crainte, c'était que la politique industrielle, si ça veut dire choisir des champions, pick winners, comme on dit en anglais, eh bien, ça biaisait la concurrence, ça allait à l'encontre de la politique de concurrence. Et surtout que, eh bien, les gouvernements peuvent être sujets à collusion. Ils peuvent dire, bah, moi, je vais favoriser les champions existants. Je suis biaisé dans mes choix. Rien ne garantit l'impartialité de l'État et la compétence de l'État pour choisir les gagnants. Et donc, il y a eu toute une période, et ça a été le cas en Europe aussi pendant longtemps, où, au nom de la politique de concurrence, eh bien, par exemple, les aides sectorielles d'État étaient empêchées. On ne pouvait pas, au nom de la politique de concurrence, pas d'aide sectorielle d'État. On ne pouvait pas dire, là, dans l'innovation verte, tu vois, dans différents domaines, dans la défense, voilà, on ne pouvait pas faire d'aide sectorielle d'État. Alors, maintenant, qu'est-ce qui rebat les cartes? Ce qui rebat les cartes, c'est qu'on se rend compte que l'Europe, en termes technologiques, en termes d'innovation, on se met à décliner par rapport aux États-Unis et à la Chine. Voilà. On a rattrapé en partie les États-Unis et la Chine en termes de PIB par tête, et depuis de 1945 à 85, et depuis les années 85, on décline. Et pourquoi on décline? Parce qu'on ne fait pas assez d'innovation de rupture en Europe comparé à la Chine et aux États-Unis. Et on s'aperçoit qu'en Chine et aux États-Unis, dans les deux cas, ils ont à la fois de la politique industrielle et ils ont, de manière très différente, de la concurrence. Alors les Chinois font de la concurrence à leur manière, c'est-à-dire quand ils aident les entreprises, c'est un grand pays, ils mettent plusieurs entreprises ou plusieurs régions en concurrence. C'est comme ça qu'ils font la concurrence. Ils ont de la politique industrielle et à leur manière, ils ont de la concurrence. Les Américains, ils ont de la politique de concurrence, mais ils ont aussi de la politique industrielle. Mais alors la politique industrielle américaine, elle prend la forme des DARPA. Alors qu'est-ce que c'est que les DARPA? Defense Advanced Project Agency. Alors, ça a été créé dans les années 50. Qu'est-ce qui se passe dans les années 50? Les Soviétiques mettent Gagarine dans l'espace. Les Américains se disent, mais quand même, nous, on a l'air idiots, on n'est pas capable de mettre quelqu'un dans l'espace. Donc, on est en retard sur les rues. Donc, il faut que vite, dans les 2 ans, on puisse mettre quelqu'un dans l'espace. On a les technologies de base, mais il faut coordonner des ressources et des acteurs pour atteindre un certain objectif. Donc, quand vous êtes dans une situation où la recherche de base a été faite, et que vous devez coordonner des acteurs pour arriver à... je ne sais pas d'où vient ce bruit, je ne sais pas d'où ça vient. Voilà. Non, ça c'est bon. Ces trucs, je ne sais pas d'où ça vient. Ouais. C'est vraiment... C'est vraiment le... Voilà. Alors, donc je dis, qu'est-ce que c'est que le modèle de la DARPA? Vous dites par exemple, j'ai un objectif, je dois rattraper les Russes. La recherche fondamentale a été faite, mais je dois passer du stade de la recherche fondamentale au stade opérationnel. Je dois coordonner des acteurs et des moyens. Eh bien là, vous avez besoin de la DARPA. Et je vous dirai comment ça marche. Les vaccins, il fallait qu'en 1 an ou 2 ans, on sorte du Covid. La technologie de l'ARN messager avait été créée. Mais il fallait faire de la production de masse de vaccins très vite pour qu'on soit tous là ensemble aujourd'hui, hein, par exemple, d'accord? En 2 ans. Eh bien, là aussi, il fallait coordonner. Alors, comment marche la DARPA? La DARPA, c'est un mélange de haut en bas et de bas en haut. L'argent, il y a un certain montant d'argent qui vient du ministère. Le ministère nomme des chefs d'équipe pour une mission. La mission, c'est mettre un homme dans l'espace dans les 2 ans, ou bien avoir des vaccins ARN messagers en masse dans les 2 ans. Et le chef d'équipe ou la chef d'équipe, eh bien, ont toute l'attitude de susciter des projets concurrents, des laboratoires, des entreprises concurrentes. C'est ce qu'on a vu avec l'ARN messager. Moderna, il y a ils ont suivi, plein de laboratoires ont travaillé pour eux. Et donc, c'est un mélange de haut en bas et de bas en haut. Le bas en haut, c'est le fait que je suis chef d'équipe et je suscite plein de projets concurrents.
Et donc, vous voyez, c'est très intéressant le modèle de la DARPA. Et les chefs d'équipe, ils viennent de milieux universitaires où ce sont des industriels pour des périodes de 3 ans, tu vois, et ils ont une mission à accomplir. Et c'est très intéressant parce que c'est un modèle de politique industrielle qui est compatible avec la concurrence. Donc ils ont trouvé un moyen de rendre la politique industrielle compatible. Alors en Europe, et je ne veux pas être trop long, nous n'avons pas l'équivalent de DARPA. Voilà. Il y a eu un rapport très intéressant de l'école d'économie de Toulouse et de la Bocconi. Je faisais partie du comité au début et après, comme je devais m'occuper de l'IA, j'ai dû le quitter, qui était dirigé par Daniel Gross, mais il y avait Jean Tirole et il y avait Mario Monti et des gens très estimables, Monica Schnitzer. Et qu'est-ce qu'ils ont démontré? Eh bien qu'en Europe, même la European Innovation Council, ce n'est pas une DARPA. La European Innovation Council, elle aide des PME, il faut aider des PME, mais elle n'aide pas des projets innovation de rupture. Voilà. Donc on n'a pas en Europe, pour le moment, l'équivalent de DARPA. Et je veux terminer, donc il nous faut en Europe, et ça fait partie du plan Draghi, on a besoin de DARPA. On a besoin de DARPA dans le domaine de la défense, de l'IA, peut-être les deux ensemble. On a besoin de DARPA dans le domaine de la transition énergétique, et on a besoin de DARPA dans le domaine des biotech. Et on est très bon. Alors la question, c'est est-ce qu'on va avoir des DARPA à 27 pays ou pas? Ça, question que je poserai. Voilà, donc ça, c'est pas de mon compétence du tout. Alors il y a une approche, c'est de dire on fait ça tous ensemble en Europe, mais tu sais, des fois, c'est difficile de se mettre d'accord, mais ça, mon voisin qui est mieux que moi. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est coalition des volontaires. C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, peut-être qu'on commence France-Allemagne à faire des DARPA. Et je crois qu'il y a des choses qui sont en train de ce point de vue-là. Peut-être que les Anglais viennent. Alors les Anglais ne demandent que ça. Les Anglais, mais ils réalisent la bêtise qu'ils ont faite avec le Brexit. Et ils disent, mais on est là. Et ils sont bons dans la défense, les Anglais. Ils sont bons dans le biotech, hyper bons. Et ils sont bons dans l'énergie. Eh bien, ils sont peut-être prêts à nous rejoindre. Et peut-être la Suède et peut-être d'autres pays. Mais l'idée, c'est de dire, je fais coalition des volontaires et je m'aligne sur le mieux 10 ans que sur le moins 10 ans. Alors, dans la stratégie Draghi, dans la stratégie de remontée européenne, eh bien, quelque chose de très important, ça va être de réconcilier. C'est-à-dire, il faut changer la doctrine économique européenne. On ne peut plus, au nom de la politique de concurrence, et je vous ai dit l'importance de la concurrence pour l'innovation, on ne peut plus, au nom de la concurrence, eh bien, empêcher la création de DARPA, empêcher la politique industrielle. Et le grand drame en Europe, malheureusement, c'est que, encore maintenant, le responsable de la politique de la concurrence n'est pas le même que celui de la politique industrielle. Mais vous vous téléphonez quand même, vous avez vous parlez. Ça, c'est une énorme différence. Ça, c'est une grande nouveauté. Vous savez, moi, j'étais allé en Europe il y a 15 ans, ils ne se parlaient pas. Ils n'avaient pas leur numéro de téléphone, quoi. Ils ne se parlaient pas. C'était deux mondes différents. Donc, c'était un progrès extraordinaire. J'étais un petit peu long. Merci beaucoup. Bon, bonjour à tous. Merci beaucoup à vous deux d'avoir planté le sujet. Et puis, je vais peut-être vous donner un petit peu un éclairage de ce qui est en train de se passer à la Commission et la révolution qu'on est en train d'opérer sur ces sujets que vous avez évoqués. D'abord, pour vous dire que oui, on se parle. On se parle. La commissaire en charge de la concurrence est la commissaire espagnole. Elle a en charge, y compris dans son cluster, donc dans son portefeuille de commissaire, l'ensemble des politiques environnementales. Mais j'ai, moi, en charge la politique industrielle, le marché intérieur et l'ensemble des politiques économiques de l'Union européenne. Et en quelque sorte, il y a deux facteurs qui commencent à convaincre l'ensemble des Européens de bouger sur ce sujet. Les facteurs, vous les connaissez tous. On a probablement évoqué tous ces sujets-là depuis le début des rencontres. Ce sont à la fois les problèmes de concurrence déloyale venant de la Chine, les problèmes qui sont liés à la mise en place de droits de douane par les Américains. Et en réalité, on touche profondément au modèle de concurrence des grandes puissances qui sont différents du modèle de concurrence européen, qu'il faut aujourd'hui réaligner et peut-être retrouver des nouveaux outils pour pouvoir introduire, et je sais que c'est un combat que vous menez tous les deux depuis des années, introduire un peu de politique industrielle dans notre politique de concurrence. Les choses bougent, puisque pour la première fois, le Collège des commissaires a fait une discussion générale en vue de réviser les règles de concurrence dans les prochains mois. Et il y avait une forme d'unanimité pour remettre à l'échelon international notre approche, regarder les entreprises européennes aussi par rapport à la concurrence internationale,
protéger les frontières de l'Union européenne en parallèle pour éviter d'être confronté à de la politique et à de la concurrence déloyale venant de l'étranger, et introduire dans les politiques de fusion des entreprises un peu plus de souplesse dans nos guidances qu'on appelle, dans nos lignes directrices de la Commission européenne. Les choses donc bougent sur ce volet-là, parce que le monde bouge rapidement. Alors c'est toujours le problème, Philippe le sait très bien, avec la Commission, mais surtout avec le mode de décision après que la Commission ait mis des textes sur la table, c'est-à-dire que le Parlement européen doit décider, le Conseil doit décider, puis après on a une sorte de trilogue, donc de CMP à l'européenne, où on est toutes les 3 institutions. C'est des procédures qui prennent des fois un an et demi en fonction des sujets les plus complexes et les plus sensibles, mais quand l'orientation est prise, elle est prise, et aujourd'hui en tout cas je peux vous dire que la politique de concurrence revient au centre, la politique industrielle revient au centre des priorités européennes, évidemment avec la compétitivité et le monde qui est en train de se refermer et des politiques de plus en plus protectionnistes. Alors il y a peut-être, j'ai envie de dire, 2 outils que je voudrais commenter avec vous deux. D'abord, nous avons décidé d'utiliser un outil de la politique industrielle que nous n'avons jamais mis en place, qui sont les marchés publics. J'aurai à proposer en septembre une révision des marchés publics. Le marché public européen, donc au-dessus des seuils européens, ne concerne pas tous les marchés publics, mais pour vous donner en quelque sorte quelques chiffres, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais les marchés publics, c'est 2 000 milliards d'euros de dépenses par an en Europe. 15% du PIB européen. Vous voyez bien que si on change quelques critères et qu'on réoriente dans le cadre de la politique industrielle nos critères de marché public, ce sont des milliards et des milliards d'euros qu'on peut réorienter sur des secteurs qu'on considère stratégiques, qu'on considère en concurrence déloyale, qu'on considère étant prioritaires pour les Européens. Et c'est la réforme que nous allons faire avec 2 objectifs principaux. D'abord, la simplification claire des règles de marché public. Il y a 8 directives aujourd'hui, 64 règlements sectoriels. On va faire un seul règlement pour pouvoir aussi donner une approche, une visibilité à tous les acheteurs publics en Europe, pour que ça soit très clair et codifié dans un seul texte. C'est très important d'un point de vue de la sécurité juridique, puisque souvent les acheteurs, par peur de faire mal, utilisent le critère uniquement prix pour mettre les critères européens dans la bonne case, pour éviter d'avoir un recours derrière. Donc là, on donne de la visibilité, on donne de la sécurité en simplifiant. Et puis, on va obliger tout le monde, au-dessus des seuils européens, à faire un minimum de 30% de critères non prix, avec de l'innovation, de la résilience et de la préférence européenne, la question de l'environnement et de la décarbonation de notre économie aussi, qui pourrait être intégrée dans ces critères. Et puis, évidemment, les clauses sociales, puisque c'est notre modèle aussi européen, et dans les marchés publics, on rajoute aussi des clauses sociales. Ça, c'est le premier outil qu'on souhaite adapter pour transformer le modèle européen et intégrer un peu plus de politique industrielle dans notre politique économique. Et puis, il y a un deuxième outil qui, là, a déjà été présenté, que j'ai présenté au Collège des commissaires, qui a été adopté, qui est aujourd'hui en discussion au Parlement européen, qui est l'accélérateur industriel, et là, qui oblige la préférence européenne sur un certain nombre de secteurs stratégiques. Je vous donne 2 exemples et 2 secteurs, et j'en terminerai là. Le secteur de l'automobile, le secteur des clean tech, et donc tout ce qui nous permet de produire de l'électricité de manière souveraine. Ça va du panneau photovoltaïque à l'éolienne, en passant par la centrale nucléaire, la pompe à chaleur, le domaine de la batterie. Nous avons décidé, dans toutes ces technologies, de pouvoir maîtriser une partie au moins de la technologie et de la produire en Europe. Si nous ne faisons rien, 100% de cette technologie sera importée de Chine. Très clairement, c'est déjà beaucoup le cas sur un certain nombre de secteurs. J'évoquais 2, notamment le panneau photovoltaïque est un parfait exemple de subventions européennes qui ont
permis l'innovation et la production en Chine notamment. Il ne faut pas qu'on fasse ça sur les nouvelles technologies qui arrivent. Et puis au moment où on a décidé d'électrifier tous nos usages en Europe, tous nos usages, il ne faut pas qu'on recrée avec les clean tech le nouveau gaz russe de demain en termes de dépendance de notre électricité. Donc on aura des obligations d'achat européens et de production européenne sur des composants particuliers. Je vous donne 2 exemples. Dans le panneau photovoltaïque, ça sera ce qu'on appelle l'invertor en anglais, en mauvais anglais, qui est en réalité ce qu'on plug sur le réseau, qui est l'élément le plus stratégique en quelque sorte du panneau solaire, qui sera obligatoirement produit en Europe. Sur la centrale nucléaire, on obligera tous les marchés publics à permettre aussi d'avoir les turbines produites en Europe pour garder cette technologie. Et donc nous avons ciblé des technologies et des éléments stratégiques dans les clean tech et des obligations d'achat public à partir du moment où vous avez un marché public, des subventions, etc. Et puis le domaine de la voiture, 2e exemple important, où là, si nous ne faisons rien, les composants européens d'une voiture aujourd'hui produite en Europe, qui sont autour de 70 à 75% de composants européens, tomberont plutôt autour de 40 à 50 dans les années 2030-2035. Nous produisons 12 millions de véhicules en Europe. En 2035, les trajectoires sont très négatives. On produira probablement autour de 8 à 9 millions de véhicules. Et dans ces 8 à 9 millions de véhicules, la part de composants européens va chuter de 80 à 50%. Vous voyez l'effet blast sur nos équipementiers, sur nos constructeurs, si nous ne faisons rien. Nous avons décidé que pour toutes les flottes professionnelles, c'est-à-dire toutes les voitures d'entreprise, toutes les voitures qui ont des subventions, des primes qui permettent de changer de véhicule, à partir du moment où il y a de l'argent public ou une fiscalité différente, la voiture devra être européenne, obligatoirement, si vous voulez bénéficier de la fiscalité avantageuse que l'État vous donne. Cette définition de l'automobile européenne, c'est 70% de composants européens produits en Europe pour permettre de faire fonctionner notre chaîne de valeur. On considère qu'à partir du moment où il y a de l'argent public, où il y a de la fiscalité particulière, vous voyez bien qu'on crée les conditions de la demande. Voilà, ces 2 exemples de l'accélérateur industriel, plus l'exemple des marchés publics, qui sont des nouveaux outils en quelque sorte de la politique industrielle et que je souhaitais ici vous présenter, parce que on voit des fois on a beaucoup de critiques envers l'Europe, mais quand les choses bougent, c'est bien aussi de pouvoir le dire. Merci beaucoup. Il faut qu'on s'arrête malheureusement. Tout le monde me fait signe que c'est terminé. Donc on voit bien que tout ça repose sur une habile combinaison de politique industrielle, de concurrence et commerciale. Et donc bon courage, monsieur le commissaire.